merci à tous d'être là pour ce meeting investigateur ABIS. Donc, une étude auquel vous participez tous et qui globalement se passe très bien. C'est un succès. On est sur la dernière phase. Attendez, hop. Vous connaissez les équipes maintenant, qui sont représentées ici. Attendez, il faut que j'éteigne les emails. Pas que ça fasse bip bip. Voilà. Le steering committee, donc on s'est regroupé juste avant vous. Globalement, c'est la même présentation avec des petites discussions méthodologiques, c'est-à-dire pour discuter un petit peu justement du plan statistique qu'on ne fera pas avec vous parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, on discute de la fin d'étude, comment on va analyser les données et comment est-ce qu'on peut préparer donc, les présentations des résultats. Mais l'étude n'est pas finie. Donc, on est toujours en train, il faut finir. On a les membres du DSMB qui sont réunis déjà 9 fois. Nicolas Danchin, Jean-Marc Davy et Patrick Mismetti. La 10e réunion est prévue la semaine prochaine. Voilà, pour vous rappeler, donc, c'était un financement sur un PHRC national. Donc, on n'a pas de financement industriel. Et on avait commencé en septembre 2018. Donc, on avait prévu quand même, c'est une étude longue, et on avait prévu 4-5 ans pour les résultats et on est tout à fait dans les clous. Et d'ailleurs, Elodie nous dira, mais de mémoire, on est sur, en nombre de patients randomisés sur la plus grosse étude de PHRC jamais financée. Je n'ai pas les chiffres de toutes les études de la PHRC. Bon, faudrait... sur une des plus grosses. Une des plus grosses. Voilà. Avec un médicament, même si c'est un arrêt de médicament, elle est classée médicament. Donc, sur cette catégorie-là, effectivement, c'est une des plus grosses études. Il y a des randomisés où il y a plus de 4000 malades? Non, justement, oui, justement, dans cette catégorie-là, c'est une des plus grosses. Alors, je ne peux pas dire si c'est la plus grosse. Alors, faudra nous vérifier ça, vous ne voulez pas nous vérifier? Si vous voulez vraiment... Ah oui, comme ça, on peut quand même fanfaronner un peu. Mais, personne responsable des indicateurs. Non, mais c'est quand même, vu le budget qui a été alloué à cette étude, on a tout, alors grâce à vous et je pense que grâce à un CRF court, des demandes assez courtes et une randomisation simple, on a fait qu'on reste dans un budget. Pour vous donner des idées, les études qui ont été financées, par exemple, il y avait un PHRC sur la transfusion, j'ai collaboré, c'était Reality, c'était le même budget avec 700 malades. Donc, et il n'y avait pas de médicaments non plus. Donc, il y a 3700 patients randomisés avec un budget de PHRC, c'est un exploit. Hein. Donc, bravo à tous. Et le recrutement est exceptionnel. Les centres sont extrêmement très, très bons dans cette étude. Ça, par contre, c'est rare sur un PHRC. On peut le souligner. Merci à tous les centres. Voilà, donc on pourra, quand on finira, on essaiera de dire qu'on est les plus gros. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas financer les études. Hein. Il faut donner les bons financements. Alors, on revient sur l'étude. Donc, vous connaissez le concept. Alors, je reprends un peu la base parce que c'est important, parce qu'on est en train d'écrire les papiers qu'on appelle le design paper, le papier qui montre le protocole de l'étude. Et il faut commencer à discuter de la conclusion de cette étude. Qu'est-ce qu'on va pouvoir passer comme message final de l'étude? Je vous rappelle que c'est le traitement par bêta-bloquant et normalement, depuis plus de 40 ans, c'était inventé le propanolol, le premier bêta-bloquant, c'était en 64, donc plus que 40 ans. Hein. C'est un prix Nobel, c'était un Anglais, et donc et c'est un médicament qui a révolutionné la prise en charge de l'infarctus et qui avait des diminutions de mortalité qui étaient impressionnantes dans l'infarctus du myocarde, et donc c'était le traitement de référence. Et c'était ça avant l'ère de la reperfusion, c'est-à-dire avant qu'on invente l'angioplastie pour réouvrir les artères coronaires. Donc les patients, ils avaient des grosses séquelles d'infarctus, ils mouraient d'insuffisance cardiaque, ils étaient réhospitalisés souvent, ils avaient des AVC, et les bêta-bloquants, ça empêchait tout ça. Donc c'est devenu le traitement de base, et c'est un traitement qui était
validé sur des études qui étaient courtes, d'1 an, et qui a été ensuite prolongé à vie, sans données cliniques. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis les années, on va dire, 80 où les études ont été publiées? Il a changé donc la revascularisation et la mortalité dans l'infarctus est passée de 20% à 1 an à 5%, voire 2% à 1 an. Donc, on a divisé presque par 10 la mortalité de l'infarctus grâce à la réouverture des artères en urgence. Parce que nos collègues et moi, nous faisons ça, on se lève la nuit, on va déboucher l'artère pour éviter les séquelles musculaires. Et quand on n'a pas de séquelles musculaires, eh ben, on fait moins d'insuffisance cardiaque ou pas d'insuffisance cardiaque et on n'a pas besoin de bêta-bloquants. Et donc, c'est ce que suggèrent les derniers registres, des analyses qui disent qu'au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bêta-bloquant toute la vie quand on fait un infarctus à 60 ans et que on est arrivé à temps à l'hôpital et qu'on n'a pas d'insuffisance cardiaque? D'ailleurs, les recommandations, nous, européennes et internationales, commencent à remettre en cause la validité de ces études, de ces bêta-bloquants à vie qui ne sont plus classés en classe 1, qui sont les médicaments à prescrire systématiquement, mais ils sont en classe 2, A, B, pendant la phase hospitalière et pour le chronique, c'est-à-dire une fois que le patient est stabilisé, excusez-moi, on se demande vraiment si c'est encore utile. Parce que le traitement par bêta-bloquant expose à des inconvénients, des effets secondaires qui peuvent impacter la qualité de vie. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont connus, les problèmes d'érection chez les hommes, l'insomnie, l'asthénie. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses, des surdosages. Plus les patients vieillissent, et peut y avoir des chances d'avoir des troubles de conduction qui s'aggravent, des pacemakers. Donc, c'est vrai que le bêta-bloquant, le dogme du bêta-bloquant chez un patient qui fait un infarctus peut entraîner des soucis. Donc, on est sur une nouvelle ère, post-revascularisation, où on se dit, voilà, dans les années 2020, est-ce que vraiment ce vieux médicament qui était très utile, vous voyez cet éditorial de nos collègues américains de New York qui disent Urgent need of a new evidence. On a besoin de nouvelles données, de nouvelles études pour savoir s'il faut encore prescrire ces médicaments à vie sur les données anciennes. Et donc, il y a 5 études en cours. Là, ils n'en ont mis que 4, mais 5 études en cours. Il y en a des suédoises, danoises, espagnoles et norvégiennes qui évaluent donc, le bêta-bloquant à la phase aiguë de l'infarctus. Ce n'est pas comme nous. Nous, on est en consultation à distance. Et donc, ces 4 autres études, elles vont évaluer le bêta-bloquant à la sortie de l'hôpital. C'est-à-dire un patient va faire un infarctus aigu et c'est à la sortie de l'hôpital qu'il va être et nous, on est à distance, on est en consultation, tout va bien et on randomise le patient pour savoir si on peut l'arrêter. Donc, on est sur des études complémentaires puisque nos collègues, avec leurs 30 000 patients, ils veulent démontrer que le bêta-bloquant est encore utile à la phase aiguë de l'infarctus pendant les 6 premiers mois. Alors que nous, on veut montrer qu'à la fin, qu'une fois qu'on a passé les 6 premiers mois de l'infarctus, on peut, sans insuffisance cardiaque, on peut arrêter en toute sécurité un médicament qui n'est plus utile. Alors, les registres récents, on a un registre coréen récent national, oui, 30 000 patients dans la garde d'infarctus, et ils ont regardé dans ces registres la même hypothèse, est-ce qu'on a encore besoin des bêta-bloquants après 1 an après l'infarctus? Et cette étude coréenne, par exemple, elle dit les bêta-bloquants, après plus d'un an après l'infarctus, sont associés avec une diminution de la mortalité. Si vous regardez une étude danoise, pareil, nationale, très bien faite, même principe, même journal, 1 an plus tard, 30 000 patients, l'étude elle dit exactement l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'aucun bénéfice de l'arrêt des bêta-bloquants 3 mois à 3 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions avec des études de registre. Et je fais un petit clin d'œil au reviewer du PHRC initial, parce qu'on ne l'avait pas eu initialement, où on nous avait dit que ce n'était pas utile de faire des données randomisées. Il fallait juste regarder dans les données de la base de la sécurité sociale avec les réhospitalisations et regarder si
bêta-bloquants ou pas, étaient associés à des réhospitalisations ou des mortalités d'infarctus. Eh bien, c'est faux. On peut pas, les groupes sont différents. Les gens qui ont des bêta-bloquants et ceux qui ont arrêté sont différents. Et donc, du coup, on a des messages qui sont contradictoires dans des registres. Et la seule façon de tester une hypothèse, c'est de randomiser. Et donc, on a une étude randomisée auquel vous participez qui est bien faite. Je vous montre une autre donnée de registre, mais c'est de la Pitié-Salpêtrière. On a pris tous nos infarctus. Là, c'est 2000 infarctus. Et on a regardé les gens qui avaient les critères d'ABIS. C'est les gens en vert, ici. Vous voyez la ligne verte. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait d'événements pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, qui ont donc une fraction d'éjection qui est normale, pas de séquelles. Et vous voyez que dans les autres catégories, en orange, c'est ceux qui vont faire des récidives et qui ont des taux d'événements ensuite qui sont très élevés. Et en rouge, c'est ceux qui ont les plus graves, c'est ceux qui ont à la fois qui font des récidives, mais qui ont la dysfonction ventriculaire, qui ont une fraction d'éjection inférieure à 40%. Eux, ils ont besoin des bêta-bloquants, en rouge, puisqu'ils font de l'insuffisance cardiaque dès le début. Et vous voyez qu'ils ont un pronostic qui est quand même très mauvais, 40% de mortalité à 6 mois. Donc eux, ils ont vraiment besoin des bêta-bloquants. Les oranges, c'est ceux qui font des événements récurrents, qui vont être réhospitalisés, qui vont faire des réinfarctus. C'est ceux qui vont être randomisés dans les études que je vous ai montrées, les danoises, suédoises, et norvégiennes et espagnoles. Et eux, c'est des patients à risque, mais qui ne sont pas inclus dans ABIS, puisque nous, on les a sélectionnés sur leur stabilité, c'est-à-dire des patients qui sont en consultation, qui vont bien, et que vous voyez à distance de leur infarctus, sans qu'ils aient fait de récidive, et ils ont toujours un traitement par bêta-bloquant. Donc, c'est des patients avec une mortalité basse, et ça explique le fait qu'il faut beaucoup de patients et qu'il faut un suivi long pour démontrer notre hypothèse. Donc, l'hypothèse, c'est bien de valider l'interruption du bêta-bloquant à plus de 6 mois d'un infarctus, non compliqué, stabilisé et en toute sécurité, sans que ça affecte le pronostic cardiovasculaire, alors que ce médicament a été associé avec la diminution de la mortalité dans les études précédentes. Donc, ça va être la première étude randomisée sur le domaine et on en attend un impact majeur sur la pratique clinique des docteurs, et pas qu'en France. Je pense que ce sera un essai qui va être communiqué de façon internationale, et je pense que vous verrez que dès qu'on aura communiqué les résultats, quels qu'ils soient, ça va impacter la pratique des docteurs à peu près partout dans le monde, puisque si on montre qu'on est non inférieur, c'est-à-dire qu'on peut arrêter, c'est notre hypothèse, on peut arrêter en toute sécurité l'étude, et ben, les docteurs vont faire ça, vont l'appliquer dès le lendemain dans leur cabinet de consultation. Et si par contre, on n'est pas non inférieur, c'est-à-dire que notre hypothèse est fausse et qu'on se rend compte que dans le groupe des arrêts des bêta-bloquants, il y a plus d'événements cardiovasculaires, il y a des récidives plus fréquentes, et ben à ce moment-là, on aura aussi un message qui est de dire qu'il ne faut jamais arrêter les bêta-bloquants. Donc, dans à peu près toutes les hypothèses, on aura un message très solide et qui va permettre soit de changer les pratiques, soit de conforter les pratiques actuelles. Le dessin de l'étude, vous le connaissez, 3700 patients, on poursuit les bêta-bloquants ou on les arrête, c'est très simple. Et le critère primaire de jugement, ce sont les décès, les réinfarctus, les AVC et les hospitalisations pour cause cardiovasculaire, quelle que soit la cause cardiovasculaire, pour un suivi minimum d'1 an. On est sur la dernière partie de l'étude. On est à 3312 patients, c'était 12 janvier. Il nous reste 388 patients à faire. Donc, et donc, on a un rythme qui est un peu baissé, là, vous voyez, sur les inclusions, alors qu'on était quand même très, très stable. On est passé à 50 patients par mois en moyenne, vous voyez, sur les derniers mois. Donc, il y a un petit épuisement des centres, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a envie de finir avant l'été. À ce rythme-là, c'est août, mais vous savez que juillet-août, ça va être un peu moins fort. Donc, ça risque d'être septembre. Donc, alors que si on revient sur notre rythme d'avant, qui était de 60 patients par mois, sur les 45 centres, on peut finir en juin. Et si on finit en juin, on va gagner beaucoup de mois d'études pour ensuite le suivi, pour ensuite les analyses. Donc, c'est vrai que le challenge qu'on a fait, vous avez vu dans la newsletter, c'est de finir avant l'été, c'est à finir dans les 6 prochains mois. C'est tout à fait faisable. Vous voyez que
On a eu des mois à 100 patients par mois au début. On a eu ensuite des moyennes, là, après la première vague du Covid, on était plutôt à 70 patients par mois. Là, on est un peu au plus bas de l'étude, mais il faut continuer, donner un petit coup de boost et qu'on puisse finir donc, d'ici l'été. On a 45 centres actifs. On a eu quand même des centres qui sont ouverts sur la dernière modification substantielle. Il y a quelques centres qui vont ouvrir, d'autres probablement pas. Et on peut-être avoir un petit peu de renfort sur la fin, mais a priori, on est au complet. On avait prévu 50 centres. On va y être. Je vous ai mis les recrutements dans les meilleurs sites recruteurs sur les 50 centres. Vous voyez que même parmi les meilleurs sites, il y a des sites à Marseille, Tours, la C'est pareil, non? Pardon? Ah, j'ai entendu. Bon, je pense que c'était une question. Voilà, il y a eu des épuisements dans les 6 derniers mois. Il y a plein de causes à ça. Les files actives diminuent, des études concurrentes, le Covid. Donc, il faut essayer de continuer ainsi et continuer à recruter. J'ai pris les 6 derniers mois, là. Vous avez les 6 derniers mois des inclusions. Donc, merci aux nouveaux centres. On a Grenoble, Chambéry, Cholet et par exemple Auxerre qui nous ont bien aidés, qui viennent d'arriver un peu dans l'étude là. Donc, continuez comme ça. Et encore, il n'y a pas j'ai pas mis les chiffres de janvier. Donc, bravo. Ça donne de la fraîcheur à l'étude et ça nous permet de monter un peu les chiffres là, alors que les gros centres s'épuisent naturellement avec les files actives d'infarctus suivi en consultation qui diminuent. Donc voilà. Donc on est un peu, on essaie de finir pour qu'on ait les résultats ensuite, sachant que si on finit en juin, ensuite il y a 1 an de suivi pour tranquillement finir les suivis, faire le monitoring, faire le CEC en parallèle et idéalement ainsi finir l'étude en juin suivant, donc 2024, non, 23, pour ensuite publier les résultats à la rentrée 2023. 24, pardon. Non, 2022, on finit en juin 2022. Là, 1 an, juin 2023. Ouais. On est optimiste. On fait septembre-octobre 2023. D'accord. Non, mais voilà, faut être optimiste. On est prêt, ça sera peut-être début 2024. Je vous donne quelques données de démographie. On a fait une petite extraction, c'était pour le DSMB. Les chiffres sont hyper stables. Les patients d'ABIS, ils ont 63 ans en moyenne. C'est majoritairement des hommes, 85%. Donc, d'où les questions de qualité de vie sur les érections, la dysfonction érectile, la prise de médicaments, puisque vous savez que c'est un des effets secondaires majeurs pour l'observance. Le BMI, il est 26, donc on va dire un très léger surpoids. C'est beaucoup de ST+, 2 tiers, 1 tiers de ST-. Donc, c'est l'inverse de la représentation des infarctus en France. Il y a plus de ST- en France, c'est 2 tiers et 1 tiers de ST+. Pourquoi? Parce que les bêta-bloquants sont déjà arrêtés par les cardiologues chez les patients qui ont fait des petits infarctus, sans preuve. Donc, et les bêta-bloquants sont plus maintenus chez les patients avec des ST+, parce qu'ils ont plus peur d'arrêter les bêta-bloquants chez les patients qui ont fait un ST+, qu'un ST-. Voilà, vous voyez qu'il y a très peu d'incidence cardiaque, 1%. Les fractions d'éjection sont à 56%, donc les gens ont peu de séquelles. Les facteurs de risque sont ceux classiques des coronariens. Il y a 20% de fumeurs, les diabétiques, 20%, hypertension, 40%, dyslipidémie, 50%, hérédité, 28%. Les patients sont multitronculaires, entérovascularisés dans 94% des cas. Il y a très peu d'angor résiduels. Le critère primaire, c'est l'interruption du bêta-bloquant n'impacte pas le pronostic. Attendez, excusez-moi. Hop. Cardiovasculaire. Donc, on peut arrêter en sécurité les bêta-bloquants dans l'étude sans que ça affecte décès, récit d'infarctus, AVC ou hospitalisation pour toute cause cardiovasculaire. Alors, je reprécise toute cause cardiovasculaire parce que j'ai repris mes slides et j'ai vu que de temps en temps, j'avais mis pour hospitalisation non programmée ou non programmée. Enfin non programmée, pardon. C'est toute hospitalisation, hein, je répète.
Voilà, donc je le remets là. Ce critère-là, parce que les autres sont assez simples, le réinfarctus et l'AVC, parce qu'on est en train de regarder les dossiers pour les CEC. Donc, c'est toute hospitalisation, raison cardiovasculaire. Donc, c'est très, très large. À partir du moment où le patient aurait réhospitalisé pour son cœur, c'est-à-dire pour, vous voyez la liste là, un problème coronaire, un problème d'insuffisance cardiaque, un problème de tachycardie ventriculaire ou supraventriculaire, une syncope, une procédure invasive, un pacemaker, de l'hypertension, un AVC, un problème aortique valvulaire, saignement ou un problème ischémique, ce sont des raisons cardiovasculaires. On va les enregistrer et nous, le CEC, leur rôle, ça va être ensuite de les classer dans cette liste et de voir si c'est cardiovasculaire, oui ou non. Et on va juste mettre un critère qui est, parce que c'est dans le protocole, c'est-à-dire on mettra ceux qui sont programmés et non programmés. Mais voilà, ça, ce sera du détail descriptif. Sachez que c'est plus important d'enregistrer les événements que vraiment voir le détail, puisque on est dans une étude où c'est un des 4 critères. Les 3 autres critères sont le décès, récit d'infarctus, les AVC et les hospitalisations. Et tout ça, ça va être un chiffre. Et il va y avoir qu'une seule réponse qui est la différence des 2 chiffres dans le bras arrêt de bêta-bloquant et dans le bras poursuite des bêta-bloquants. Et pour vous dire à peu près les taux d'événements attendus, décès, on est autour de, déjà ça on sait, 1,5%, c'est normal. Récidive d'infarctus, c'est 1%. AVC, c'est 0,5%. Et hospitalisation, c'est 4%. Donc, vous voyez que dans ces 4%-là, le fait d'avoir plein de détails, c'est bien pour la description parce qu'on va nous demander quelles sont les réhospitalisations, quelles sont les causes. Mais voilà, ça va être descriptif et les chiffres vont être assez faibles. Mais le but, c'est d'être descriptif sans non plus être complètement obsédé par le fait que c'était est-ce que c'était une hospitalisation qui était programmée ou urgente ou pas. Ça ne changera pas le fait que ça soit dans le tableau. La qualité de vie, c'est important. On a regardé l'extraction. Il y a beaucoup de données manquantes. Il faut essayer de bien faire le Q5D. Et les premières extractions montrent que la qualité de vie est quand même globalement bonne chez les patients coronariens. Voilà, on a mis des petits questionnaires sur l'anxiété, la libido, la dysfonction érectile. Ça va être important pour les questions secondaires, quand on va dire, avec un peu de chance, si on répond à la question, les bêta-bloquants peuvent être arrêtés de façon sécure chez les patients avec un infarctus. Et si on peut rajouter là-dessus que ça en plus améliore la qualité de vie, et ben écoutez, c'est un très bon message pour l'adhésion à cette stratégie. On est sur une étude de non-infériorité. Donc, on attend 12% d'événements et jusqu'à 15% d'événements dans le groupe AREB et des bêta-bloquants, on validera notre hypothèse. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir 12% dans chaque bras et avoir aucune différence. C'est l'objectif. Et voilà, moi, j'ai fini. Je vous remercie. Pour vous dire où on en est, donc, en résumé, c'est fin des inclusions dans les 6 prochains mois. On essaie de mettre le coup de boost avec le petit challenge champagne. On essaie de préparer bien les CRF pour la finalisation de l'étude. Les dossiers pour le CEC qui commencent à se réunir. Première réunion du CEC a eu lieu pour les premiers patients. Et donc, il reste 6 mois d'inclusion plus 12 mois de suivi. Donc, ça fait 18 mois d'études. Et on est à temps pour finir cette grosse étude. Donc, la finir dans de bonnes conditions pour que, pour une fois, on ne soit pas trop à la bourre dans 18 mois et qu'on ait le monitoring fini, les CEC faits et essayer ensuite d'analyser les données dans les mois qui suivent la fin du suivi.